J'ai ensuite une question de Ronan qui me demande quelles sont les recommandations de volume pour un groupe musculaire par session et par semaine. Faut-il avoir autant de volume sur les petits groupes musculaires comme les bras et les épaules que sur le dos par exemple? Je vais d'abord traiter la question du combien de séries par groupe musculaire faut-il faire par semaine. Alors ça dépend principalement de votre niveau, simplement parce que le plus avancé vous êtes, le plus vous allez avoir besoin d'un stimulus conséquent pour continuer à faire des progrès. Et de la même façon, le plus avancé vous êtes, le plus vous êtes capable de récupérer d'un haut volume d'entraînement. A l'inverse, si vous êtes débutant, vous n'avez pas besoin de grand chose pour faire des progrès et ça tombe bien parce que vous ne pouvez pas récupérer de beaucoup de volume. La recommandation pratique, c'est de, pour un débutant, rester dans du 8 à 15 séries de travail par groupe musculaire par semaine. J'entends débutant ici, on va caractériser quelqu'un qui s'entraîne depuis 1 an ou moins. Pour un intermédiaire, donc quelqu'un qui s'entraînerait entre 1 an et peut-être 3 ans, rester sur du 10 à 20 séries par semaine. Et pour un avancé, il peut s'en sortir en faisant plus de volume et même certainement devoir faire plus de volume pour continuer à progresser. Donc je recommanderais de travailler chaque groupe musculaire à hauteur de 10 à 30 séries par semaine. C'est uniquement des recommandations assez générales. Ça dépend bien sûr de votre génétique, de votre style de vie, des exercices que vous utilisez. Vous n'allez pas pouvoir tolérer autant de volume en utilisant principalement des exercices polyarticulaires que ce que vous pourriez tolérer si vous faisiez beaucoup d'exercices d'isolation, qui seraient moins stressants, peut-être particulièrement sur le point de vue systémique. Pour ce qui est de la partie de sa question qui évoque potentiellement le besoin de travailler des groupes musculaires différents avec différents volumes vis-à-vis de leur taille, c'est une question intéressante et on entend souvent que des petits groupes musculaires, donc souvent on inclut dans les petits groupes musculaires biceps, triceps, les épaules. Donc on entend souvent que ces petits groupes musculaires devraient être travaillés avec un plus haut volume d'entraînement parce que potentiellement ils les récupéreraient mieux, plus vite. Et au contraire, des plus gros groupes musculaires, donc on entend souvent les quadriceps, le dos, potentiellement les pectoraux, devraient être travaillés avec un moins haut volume d'entraînement parce que le travail de chaque série pour ces groupes musculaires serait déjà très fatigant et très stimulant. On pourrait même voir ça à l'inverse, parce qu'on pourrait dire qu'il faudrait beaucoup de séries, disons de quadriceps, qui sont un gros groupe musculaire, pour les stimuler amplement. En bref, on ne sait pas vraiment si ces théories sont vraies ou non. On a Meno et Selman qui ont regroupé des données de différentes études sur les délais de récupération de chaque groupe musculaire, sur certainement la fréquence d'entraînement optimale, le volume d'entraînement optimal. Et contrairement à ce à quoi on s'attendait souvent, on s'est rendu compte que les quadriceps, en général, il y avait une tendance selon laquelle ils avaient besoin de plus de volume pour faire des progrès. Ils pouvaient tolérer plus de volume. Or, au contraire, le groupe musculaire du corps qui, en moyenne, en général, récupérait le moins bien, avait besoin de moins de volume, c'était les biceps. Donc, ça met un petit peu en question les quelques théories qu'on avait jusque-là. Il faut aussi voir que souvent, on se trompe lorsqu'on dit qu'un groupe musculaire ou un autre est petit ou grand. En réalité, par exemple, le deltoïde, donc les épaules, bien qu'on considère que ce soit des petits groupes musculaires, en réalité, ils sont assez gros, puisqu'ils sont assez profonds et différents faisceaux, et c'est assez épais. Alors que, par exemple, le grand dorsal, donc, qui est un muscle du dos, on considère souvent que c'est un gros groupe musculaire, alors qu'en réalité, il n'est pas si conséquent que ça, puisqu'il est simplement assez fin, mais très long. Donc, il s'agirait aussi de se questionner sur quels sont vraiment les groupes musculaires qui sont gros ou les groupes musculaires qui sont petits. Ma recommandation générale, c'est de travailler dans votre programme tous vos groupes musculaires avec un volume relativement équivalent et d'ajuster par la suite selon vos capacités de récupération et vos progrès. Je passe maintenant aux questions de Gwendal Simon, Beer Workout sur Instagram, qui est un streetlifter belge qu'on avait eu l'occasion d'interroger sur le Calisthenics Science podcast avec Alexandre. Je vous mettrai le lien en description. Gwendal est un streetlifter. Qu'est-ce que c'est? C'est simplement d'être très fort en dips lestés, traction lestée. Parfois on inclut le squat et les muscle-up. En bref, principalement les tractions et les dips. Il me pose 5 questions différentes. Je vais essayer de garder mes réponses assez courtes
pour pas que la vidéo dure extrêmement longtemps. Sa première question, c'est: les fat grips sont-ils utiles, oui ou non, et dans quel cas? Alors les fat grips, d'abord, qu'est-ce que c'est? C'est simplement de faire les tractions ou n'importe quel autre exercice avec une prise bien plus épaisse en fait. Je sais que c'est ce qu'il utilise en ce moment dans sa salle et il me semble que c'est par défaut parce qu'il n'a pas le choix. Alors les fat grips peuvent être intéressants dans une certaine mesure uniquement parce que ça va faire que le plus souvent votre facteur limitant, ou du moins un facteur qui va limiter votre performance, va être votre poigne et non la force de vos biceps, de votre dos ou toute autre chose sur votre action. Ça peut être intéressant d'en inclure si vous avez des soucis de poigne dans votre action, si c'est un point faible pour vous. Outre mesure, je pense que ça va simplement limiter votre performance et vous empêcher de stimuler correctement ce que vous voulez, donc principalement vos biceps, votre dos, ce genre de choses. Donc à inclure plutôt en exercice d'assistance, et c'est d'ailleurs ce qu'il me pose comme question. Il me demande en deuxième question: faut-il varier la prise aux tractions, et si oui, faut-il les considérer comme un exercice d'assistance? On a tendance à dire déjà qu'il y aura une activation musculaire différente selon différentes prises aux tractions. En réalité, c'est pas si vrai que ça, il n'y a pas une grosse différence sur les tractions prise large, prise largeur d'épaule, prise semi-large, etc. On a tendance à être le plus fort, le plus à l'aise sur une prise correspondant à 1,5 fois votre largeur d'épaule. Donc c'est une prise sur laquelle on sera le plus fort, et c'est aussi la prise qui va le mieux activer le grand dorsal. Contrairement à ce qu'on pense, les tractions prises larges ne sont pas les plus intéressantes pour développer le grand dorsal, puisque vous aurez aussi en partie une moins bonne amplitude, surtout au niveau de l'amplitude de contraction. Donc je ne recommande pas spécialement de varier la prise aux tractions. En ce qui concerne la largeur de la prise, je recommande cependant de jouer avec la pronation, la supination, les prises neutres, etc. Surtout lorsque vous êtes dans une phase d'hypertrophie, où est-ce que votre besoin de spécificité est moins important, ou est-ce que vous êtes loin d'une compétition. Vous n'avez pas besoin de travailler exactement vos tractions en prise pronation, qui sont votre exercice de compétition. Vous pouvez faire plus de traction supination pour potentiellement plus cibler les biceps, ou faire des tractions en prise neutre, donc les deux mains étant parallèles, peut-être parce que ce serait une variante qui serait plus confortable pour vous. Et la majorité des gens sont plutôt forts, peuvent exprimer pas mal de force sur les tractions en prise neutre. Sa troisième question est sur l'excentrique. Pour les tractions, on avait déjà discuté un petit peu. Souvent dans le milieu du poids de corps, on a tendance à dire que les excentriques fonctionnent mieux pour les exercices de tirage que pour les exercices de poussée. C'est un peu particulier pour les tractions, et surtout dans le cas de street lifting où est-ce qu'on va chercher à soulever lourd sur une répétition, parce que la traction, à l'image d'un soulevé de terre, c'est un mouvement qui commence par la phase concentrique. On cherche uniquement à être fort sur une phase concentrique en traction lorsqu'on peut soulever lourd sur une répétition. Est-ce qu'il y aurait de l'intérêt à faire de l'excentrique si sur le mouvement de compétition, pas directement l'excentrique? L'excentrique, l'avantage c'est qu'on peut manipuler des charges supramaximales, donc qui sont vraiment très très lourdes, et quand même avoir un certain volume dessus, donc avoir du temps dans la position de l'exposition à un stimulus. C'est cependant assez fatigant et ça cause pas mal de dommages musculaires. Je ne recommande pas spécialement d'utiliser des excentriques en traction pour cette raison qui est que la traction débute par une phase concentrique lorsqu'on fait un RM. Tu peux utiliser cependant, Gwendal, oui, des tractions excentriques dans ton programme, voir comment tu réagis à ça. Ça peut être un stimulus nouveau, ça peut être quelque chose que tu utilises pour l'adhérence, donc pour que ton programme te plaise et que tu le suives pendant longtemps. Je ne recommande pas en utiliser, tu peux en inclure si tu veux. Si tu veux en inclure, ma recommandation serait de faire 3 séries de 3 à 5 répétitions d'une durée de 5 à 8 secondes avec des charges correspondant à 100% de ton RM ou un petit peu au-dessus. Et vraiment, il faudra faire attention à ne pas manipuler des charges trop lourdes parce qu'on peut rapidement se blesser avec des charges supramaximales.